Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les relations sino-sud-coréennes. La Chine et la Corée du Sud sont actuellement en pourparlers pour la délimitation de leurs frontières maritimes. Ces négociations ont pour but de renforcer la stabilité maritime et la coopération active entre les deux pays. Les discussions sont coprésidées par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Liu Junmin et son homologue sud-coréen Cho Tae-yol. Les deux parties doivent échanger leurs points de vue sur les sujets les plus sensibles et discuter des plans à mettre en œuvre pour la suite des négociations. La Chine rappelle que les frontières maritimes doivent être délimitées en fonction de la distance proportionnelle à la longueur des côtes respectives des deux pays, mais la Corée du Sud entend quant à elle délimiter les frontières selon une égale distance entre les deux pays. Dans le sud de la Chine, à Shenzhen, les secouristes s'activent toujours à déblayer la zone au milieu des monticules de terre où 85 personnes restent toujours portées disparues. Un corps a été extrait mardi matin. Il s'agit de la première personne morte recensée après le désastre. 7 personnes ont été sauvées et près de 900 autres ont été évacuées en toute sécurité. 16 personnes hospitalisées sont actuellement dans un état stable. La plupart des personnes disparues sont des travailleurs migrants, principalement originaires des provinces méridionales du pays. Les autorités n'ont pas encore pu contacter leurs familles, ce qui complique encore plus le travail de recensement des personnes disparues. Le glissement de terrain survenu dimanche dernier recouvre une zone de 380 000 m² sur près de 10 mètres de profondeur. Plusieurs départements gouvernementaux s'activent ensemble dans les opérations de recherche sur la zone du désastre. La liste des entreprises impliquées dans la gestion des opérations de secours est encore floue. Les départements de régulation de la ville ont demandé aux opérateurs, notamment gouvernementaux, de conduire les opérations avec la plus grande vigilance en termes de sécurité et de stabilité des édifices détruits. Environnement à présent, le smog continue d'envelopper les provinces du nord et de l'est de la Chine. Le nord du pays est sous alerte orange, le deuxième niveau du système d'alerte composé de 4 niveaux. Les autorités météorologiques disent que certaines zones du Hebei, du Henan et du Shandong connaissent un smog très dangereux. Les conditions devraient s'améliorer dans les 2 prochains jours. Dans le même temps, un brouillard épais est descendu sur les régions de l'est de la Chine. Dans la province du Zhejiang, la visibilité est réduite à moins de 100 mètres. Les principales autoroutes sont bloquées. Le brouillard affecte aussi la province voisine de l'Anhui avec une visibilité de 20 mètres rapportée dans un district local. Les contrôles sur la circulation fluviale ont été renforcés. La capitale Beijing demeure sous les alertes rouges pour la 4e journée consécutive. Les jardins d'enfants, les écoles primaires et secondaires ont tous reçu la recommandation d'annuler leurs cours. Nous passons maintenant à notre rubrique Aujourd'hui la Chine et nous commençons avec de l'économie. La conférence centrale de travail économique s'est terminée à Beijing après 4 jours de réunion par l'annonce de 5 tâches à mener en priorité en 2016. En images, voici quelques précisions sur ces conclusions. La conférence centrale de travail économique a accouché de réformes structurelles sur le plan de l'offre. Yang Weimin, directeur adjoint du bureau du groupe central de direction des affaires financières et économiques, indique qu'il s'agit d'une étape cruciale pour la promotion de l'actuelle croissance économique. Il est significatif de proposer l'idée de réforme structurelle au niveau de l'offre. Il s'agit d'une nouvelle avancée théorique qui fait suite à la 5e session plénière du 18e comité central du PCC. C'est un élément nécessaire qui va nous permettre de nous adapter et de conduire le développement de la nouvelle normalité économique. Et d'ajouter que la Chine subit des pressions baissières, voit les bénéfices de ses entreprises diminuer et ses prix à la production décroître. Il attribue cela aux contradictions structurelles et institutionnelles de l'offre. C'est le facteur clé. C'est seulement après l'avoir identifié que nous pouvons travailler à rechercher la meilleure solution. Nous devons sécuriser une nouvelle solution afin de résoudre tous les problèmes préexistants. Je pense que c'est le jugement correct à ce niveau. Yang Weimin précise que le soutien politique est nécessaire pour mener à bien les réformes structurelles. Ceci inclut des mesures pour garantir une politique macroéconomique stable et une politique microéconomique flexible, ainsi qu'une politique industrielle précise. C'est la 4e fois que la réduction des surcapacités industrielles est citée lors de la conférence centrale de travail économique, mais c'est la première fois qu'elle fait partie des tâches centrales.
Le gouvernement chinois en a pour la première fois fait mention en 2012 en indiquant que la situation des surcapacités s'était intensifiée. Il l'a également cité en 2013 et en 2014. Les analystes expliquent que la question était par le passé intégrée au sujet de consommation intérieure et de commerce extérieur et qu'elle n'a que récemment été ajoutée au processus de décision le plus important. Les secteurs concernés sont l'acier, le charbon, le ciment ainsi que les énergies solaires et éoliennes. Selon les analystes, il est tout à fait normal d'avoir des capacités dormantes, mais cela devient une problématique quand le niveau des surcapacités devient très élevé et que des obstacles existent pour les réguler. Elles pèsent désormais sur la croissance économique. L'économie chinoise a été confrontée cette année à une pression sans précédent, avec la reprise économique mondiale qui tourne au ralenti et la surcapacité de certaines industries en Chine. L'économie nationale se retrouve au milieu d'une nouvelle normalité et la restructuration économique a été une phrase clé cette année. Il y a quelques jours, un nouveau groupe industriel a été lancé dans la zone du parc des sciences de Zhongguancun à Beijing. Il s'agit du couloir de mégadonnées Beijing-Tianjin-Hebei. Beijing se concentrera sur la recherche et le développement. Tianjin prévoit de construire des centres de fabrication d'équipements et Chengde et Zhangjiakou, dans la province du Hebei, aideront à conserver les données. L'industrie des mégadonnées devrait permettre la création de plus de 500 entreprises de gestion de ce secteur et devrait gérer un revenu de près de 500 milliards de dollars, ainsi qu'un ensemble industriel disposant d'une chaîne industrielle complète. Utiliser la haute technologie pour créer une nouvelle ceinture industrielle est l'une des réformes envisagées pour cette région Beijing-Tianjin-Hebei. Les réformes sont conduites sous une pression sans précédent de l'économie. Les problèmes de structure économique sont croissants et les ressources, tout comme l'environnement, sont surchargés et les piliers traditionnels de l'industrie observent des excès de la capacité de production. Les profits des 5 industries que sont le charbon, le fer et l'acier, la pétrochimie et les matériaux de construction ferreux et les métaux non ferreux ont connu une chute de 42,8%. Cela indique un important changement structurel qui est l'affaiblissement des industries énergétiques traditionnelles. Lors d'une réunion clé du Parti communiste en octobre dernier, le président Xi Jinping a introduit le concept de développement passant par l'innovation, la coordination, le développement vert, l'ouverture et le partage. Le nouveau concept de développement a fourni une direction importante à la restructuration économique et à l'amélioration industrielle. 3 stratégies, une ceinture et une route, le développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei et la ceinture économique du fleuve Yangtze ont été discutés lors de la conférence centrale économique de travail de l'année passée. Et les plans détaillés y ont été présentés cette année. Les stratégies de la ceinture économique du fleuve Yangtze et du développement collaboratif de la région Beijing-Tianjin-Hebei ont permis la promotion d'une future évolution industrielle des régions centrales et de l'ouest de la Chine. Il s'agit là d'une optimisation de l'agencement industriel. Également cette année, le Conseil des affaires d'État a dévoilé un plan national sur 10 ans appelé « Fabriquer en Chine 2025 ». L'objectif est de transformer la Chine d'un géant manufacturier vers une puissance manufacturière mondiale. Les statistiques montrent qu'au cours des 3 premiers trimestres de l'année, les industries de haute technologie ont enregistré une croissance de 10,4%, soit 4,2% plus rapide que la croissance industrielle générale. Les chiffres de novembre montrent que le taux de croissance industrielle était de 6,2%, soit le niveau le plus élevé en 5 mois. Et l'industrie des équipements de haute technologie a émergé en tant qu'importante force motrice du développement. Cette année, la Chine a signé des accords sur le nucléaire d'une valeur dépassant les 10 milliards de dollars avec plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, l'Argentine et le Kenya. Immobilier à présent, les principaux décideurs chinois viennent de se mettre d'accord sur la nouvelle mesure visant le marché immobilier, le déstockage. Prenons connaissance de quelques-unes des mesures d'incitation mises en place pour encourager l'achat de logements. Les promoteurs et agents immobiliers chinois devraient connaître une hausse de leurs ventes pour l'année qui vient. La Chine est en effet en train de rationaliser le déstockage des logements sur le marché national. Concernant les habitants des campagnes, Beijing a annoncé que les aides seraient allouées aux acheteurs de logements. Voici la ville de Meishan par exemple, une ville située dans le sud-ouest de la Chine. Pour le moment, nous avons distribué 165 millions de yuans d'aide à l'achat de nouveaux logements. Cet argent est allé à 6 000 acheteurs. L'aide permet de libérer le pouvoir d'achat pour le marché du logement afin de déstocker les inventaires des promoteurs. Au niveau des plus grandes villes, telles que Chongqing, située à proximité, les mesures incitatives sont plus légères.
La plupart consistent en des réductions des taxes ou des frais de transaction. Nous offrons une réduction de 50% sur les taxes portant sur l'achat d'immobilier et une levée totale des frais de transaction. Cette année, nous avons vendu 1,4 million de mètres carrés de logements. Ce chiffre pourrait atteindre les 1,5 million d'ici à la fin de l'année. Cela signifie que nous sommes confiants dans la possibilité de déstocker tous les inventaires de logements dans la région. La Chine encouragera également les particuliers et les organisations à acheter des biens immobiliers en vue de les louer. Au mois de novembre 2015, le président Xi Jinping a déclaré lors d'une réunion du groupe en charge des affaires économiques et financières que le principal travail du gouvernement sera de réduire le stock de logements dans le secteur immobilier. Certains fonctionnaires ont déjà manifesté leur résolution pour résoudre les problèmes de logement en Chine. Nos équipes se sont rendues à Anyang pour comprendre comment le gouvernement local stimule les ventes immobilières. Il est 7 h du matin et il fait moins 4 degrés. C'est un matin habituel à Anyang, situé dans la province de Henan, au centre de la Chine. Mais devant les portes du centre des transactions immobilières de la ville, les gens ont formé une longue file. Ils attendent d'obtenir leur subvention de 20 000 yuans pour acheter un nouvel appartement. Je suis arrivé hier soir à 19 h et je suis resté toute la nuit dans ma voiture. J'ai dû venir plus tôt parce qu'il y a tellement de monde qui attend d'obtenir les subventions. Avant, je n'étais pas sûre si je voulais m'acheter une maison. Mais après que le gouvernement a annoncé sa nouvelle politique, j'ai décidé de sauter le pas. Dans le futur, s'il y a d'autres subventions, j'achèterai probablement une autre. En août dernier, le gouvernement de Anyang a introduit une série de mesures visant à pousser plus de monde à acquérir des appartements. Quiconque, y compris les citadins et les travailleurs migrants, peuvent obtenir des subventions s'élevant à 20 000 yuans s'ils désirent acheter une maison jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à présent, près de 13 000 maisons ont été vendues. Pour le gouvernement, le coût du montant total des subventions s'est élevé à plus de 200 millions de yuans. En dehors des subventions financières et d'intérêts, d'autres mesures de stimulation ont été mises en place, comme la réduction des taxes. Sur une base annuelle, le marché immobilier a connu une forte croissance. Les industries relatives à l'immobilier, comme la rénovation et l'électroménager, ont annoncé de bons chiffres. Aujourd'hui, la Chine fait face à un vrai défi. Comment occuper les millions de logements inoccupés et invendus? La plupart des logements se trouvent dans des villes de 3e ou 4e rang qui ont été touchées par la migration des travailleurs vers les grandes villes. Les autorités locales de la province de Henan placent tous leurs espoirs dans l'urbanisation comme source de réduction du stock de logements. Le mois dernier, la province est engagée à louer chaque année au moins 300 millions de yuans pour encourager les fermiers à acheter leur première maison en réduisant les frais de transaction. L'urbanisation n'est pas possible si les travailleurs migrants n'ont aucun endroit pour vivre dans les villes. Nous avons donc décidé de consacrer tous nos efforts pour nous assurer qu'ils puissent s'installer dans un endroit de leur choix et bénéficier des mêmes avantages sociaux. Cela va alimenter la demande de logement. En 2014, le marché immobilier chinois a connu un ralentissement en raison d'une faible demande et d'une offre excédentaire. La tendance est maintenue en 2015 avec une réduction des ventes et prix qui s'est poursuivie. Selon les données du Bureau national des statistiques, l'inventaire des maisons invendues a atteint le record d'une surface totale de 686,3 millions de mètres carrés à la fin du mois d'octobre. Un bond de 17,8% par rapport à l'année dernière. Pour les analystes, la réduction du stock de logements dans le secteur immobilier fera probablement l'objet de la discussion de la conférence de travail du Comité central sur l'économie. Alors que les groupes Vanke et Baoneng se sont lancés dans une bataille de mots, les marchés financiers et les investisseurs évaluent déjà l'impact d'une telle opération pour le futur. Selon un rapport récemment publié, la marque Vanke serait valorisée à plus de 30 milliards de yuans. Par opposition, le groupe Baoneng pèse largement moins que Vanke. Mais les analystes rappellent que Baoneng est devenu progressivement l'un des plus importants actionnaires de Vanke, ce qui représente un risque sérieux pour la valorisation de la marque du constructeur chinois. Et ce n'est pas tout. Le groupe Baoneng est engagé depuis quelques mois dans des opérations financières complexes qui lui ont permis de lever près de 40 milliards de yuans afin de racheter en masse des actions Vanke sur les marchés. Les analystes indiquent que de sérieux doutes subsistent sur la provenance légale des capitaux qui auront servi à l'acquisition de Vanke par Baoneng.
Par ailleurs, la valeur du titre Vanco était à son niveau le plus bas au moment de la vague de rachat. Mais cette prise de contrôle agressive atteint désormais des proportions inégalées. Les analystes s'accordent pour signaler que ceux qui subiront de plein fouet la volatilité sur la valeur des titres seront avant tout les petits et les moyens investisseurs. Les investisseurs confirment cette tendance. Si la bataille sur le contrôle se poursuit entre les deux entreprises, cela devrait faire augmenter les prix des actions pendant la période concernée. Mais sur le long terme, la valeur des titres devrait décroître. Wang She ne représente finalement que ses propres intérêts. Qu'est-ce qui le pousserait à représenter les intérêts des petits et moyens investisseurs? Eh bien, je pense qu'il ne s'en soucie même pas. Si j'étais à sa place, je ferais les mêmes déclarations. Culture pour finir, la Cité interdite approche de son 600e anniversaire et le pavillon de la culture mentale subit une importante rénovation. Ce pavillon se trouve au sein de la Cité impériale et a joué un rôle crucial pendant la dynastie des Qing. Bâti en 1537, le pavillon de la culture mentale a servi à plusieurs reprises de résidence à l'empereur ou de centre de réunion pour les membres de la cour. Il a pour la dernière fois été rénové dans les années 80. Mais, car il accueille jusqu'à 800 visiteurs à la fois lors des périodes de pointe, une nouvelle rénovation est nécessaire. Les administrateurs de la Cité interdite estiment que l'utilisation de méthodes anciennes donnera le meilleur résultat et servira également de terrain d'entraînement pour les prochains projets de rénovation. Il s'agit plus de recherche scientifique que de projets de construction. Tant que les matériaux originels peuvent être utilisés, nous ne les remplacerons pas par de nouveaux matériaux. Chaque ouvrier du site de restauration va recevoir une formation d'1 année. Le temps n'est pas la priorité. Nous nous préoccupons avant tout de la qualité. L'un des défis rencontrés est le déplacement des reliques historiques qui étaient restées en l'état depuis plus d'1 siècle. Peintures, calligraphie et livres antiques. La chambre orientale du pavillon de la culture mentale était l'endroit où les 2 impératrices douairières de la dynastie des Qing géraient en coulisses les affaires de l'État. Dans la Chine ancienne, l'impératrice ou l'impératrice douairière participait aux affaires de l'État si le nouvel empereur était trop jeune. Nous devons mener des études et recherches durant les premières étapes de la rénovation. Tout d'abord, situer et noter les positions des reliques culturelles existantes afin de fournir le meilleur rendu possible pour la restauration de l'apparence originelle. C'est l'une des différences majeures entre ce projet et les autres projets de restauration des bâtiments anciens. Pendant la rénovation, plusieurs objets vont être exposés dans le musée du palais. Et la Cité interdite met en place des expositions virtuelles pour diminuer le passage des visiteurs. La restauration devrait durer jusqu'à 2020, juste à temps pour le 600e anniversaire de la Cité interdite. C'est avec ces belles images de la Cité interdite que s'achève ce journal et rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition. Excellente suite de programme sur CCTV Français.